publié une action de contact répartie qui permettait de modifier la vitesse du receveur. Alors, donc on va les analyser les unes après les autres. Donc la première, donc le système ici qu'on étudie, c'est le ballon. Donc il va subir une action mécanique localisée donc de la part du joueur de foot, donc de contact, parce que s'il n'y a pas de contact entre le pied du joueur de foot et le ballon, il ne se passe rien, et qui va mettre en mouvement ce ballon. Donc on a, donc si on récapitule, une action de mécanique localisée de contact qui met en mouvement donc notre système. Bon, c'est pas ce qu'on veut nous. Ce qu'on veut, c'est une action de contact répartie qui permet de modifier la vitesse du receveur. Bon, donc c'est pas celle-là. La deuxième, donc le joueur de slam ball ici en l'air, donc subit une action répartie à distance de la part de la Terre, donc c'est qui s'exerce sur lui. La seule force qui s'exerce sur lui, c'est la force exercée par la Terre sur lui. C'est une force à distance parce qu'il n'est pas en contact avec la Terre, mais il la subit quand même, qui va modifier sa trajectoire. Là, ici, le trampoline, lui, c'est le système dans la deuxième partie. Donc le trampoline subit une action localisée de contact qui déforme le trampoline. Donc là encore, on n'a toujours pas une action de contact répartie qui permet de modifier la vitesse du receveur. Dernière situation, donc là, donc l'auteur c'est le vent, et puis le receveur c'est le bateau à voile. On a bien une action de contact répartie, donc le vent dans les voiles ici, système qui nous intéresse, le ballon ici, le ballon de rugby, et il est en interaction avec le joueur, le sol et la terre. Action de contact avec le joueur et le sol, donc la flèche est pleine. À distance avec la terre, donc la flèche est pointillée. Et la représentation, donc là ça permet de voir avec quoi le ballon est en interaction. Il est en interaction donc avec le joueur, le sol et la terre. Et on représente ensuite des segments fléchés qui sont des vecteurs en fait, et qu'on appelle des forces, qui modélisent l'action de ces différents auteurs sur notre système, le receveur. Donc on a la force exercée par le sol sur le ballon, la force exercée par la terre sur le ballon et la force exercée par le pied sur le ballon. Donc il fallait faire ça pour nos deux systèmes. Donc pour chacune des situations, il fallait construire le diagramme objet-interaction, il fallait indiquer le nombre d'actions mécaniques recensées, et donc en déduire le nombre de forces qui s'exerçaient, représenter ces forces et décrire les effets de chaque force sur notre système. Alors, notre le skieur nautique, avec la corde, la terre et l'eau, alors que le ballon, lui, est en interaction avec la terre uniquement, parce qu'il est plus en contact avec le joueur ici, il a quitté le pied du ballon, le pied du joueur, pardon, le ballon a quitté le pied du joueur, comme on le disait ici. Donc là, comme on a 3 interactions pour le skieur nautique, eh bien on a 3 forces. Comme on a une interaction pour le ballon, on a une force. On représentait ces interactions en tenant compte des informations qui nous étaient données dans les documents. Donc une force, c'est un segment fléché, donc un vecteur, qui part du point d'application de la force et qui a la même direction et le même sens que l'action mécanique. Donc là, on avait la force exercée par la corde sur le skieur, la force exercée par l'eau sur le skieur et la force exercée par la terre sur le skieur. Donc cette force exercée par la terre sur le skieur tend à le faire descendre, cette force exercée par l'eau sur le skieur tend à le maintenir à la surface de l'eau, et la force exercée par la corde sur le skieur tend à le faire avancer. Et la force exercée par la terre sur le ballon va modifier la vitesse et la trajectoire du ballon. Voilà, c'est une force verticale orientée vers le bas. Cette force exercée par la terre sur le ballon, on l'appellera le poids du ballon, mais on en reparlera dans le cours. Alors, une nouvelle activité pour représenter ces forces. Donc on avait notre système ici qui était la boule de bowling dans 2 situations, immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. On avait les 2 forces qui s'exerçaient qui étaient représentées, la force exercée par la terre sur la boule, donc le poids de la boule, et la force exercée par la piste sur la boule, avec cette convention-là, le vecteur force, l'auteur et le receveur. Donc force exercée par la terre sur la boule, force exercée par la piste sur la boule. Donc la direction, c'est la droite support du segment fléché, le sens, c'est même que celui de l'action mécanique, donc le sens du segment fléché, et la valeur en newton. Et on vous disait que lorsqu'une boule de bowling est immobile, eh bien les forces sont exactement opposées.
C'est assez logique parce que si la force exercée par la Terre sur la boule était plus importante que la force exercée par la par la piste sur la boule, eh bien la boule s'enfoncerait. Si la force exercée par la piste sur la boule était plus grande que la force exercée par la Terre sur la boule, eh bien la boule décollerait. Là, en fait, elle reste immobile. Ça veut dire que les deux forces sont exactement opposées. Même norme, donc même valeur, mais sans s'opposer. Et on vous dit que c'est la même chose quand elle est en mouvement rectiligne uniforme. Donc les cas, il fallait reprendre le document 2, tout était donné, la direction, le sens, la valeur et le point d'application. Quand dit-on que deux forces se compensent, eh bien quand elles sont exactement opposées, qu'elles ont donc même direction, sens opposé et même valeur. Donc on a répondu aussi à la question 3, il fallait représenter ces forces sur un schéma, donc ici vous avez la représentation de la force exercée par la Terre sur la boule et de la force exercée par la piste sur la boule, même direction, sens opposé et même valeur. Et on vous demandait de faire de même lorsque en ligne droite sur une piste horizontale avec une vitesse de valeur constante, donc on a un mouvement rectiligne uniforme, et donc ce qu'on vous disait dans le texte, c'était que quand on avait un mouvement rectiligne uniforme, ce qui est le cas ici, puisqu'elle est en ligne droite à vitesse constante, eh bien les forces se compensaient également. Donc là, c'est le même schéma. Dernière activité, donc ça commençait par l'extrait d'un texte de Newton traduit par Émilie du Châtelet, aidé par Voltaire. Donc Newton était un génie des sciences, mais c'était aussi un misanthrope, donc qui a assez peu publié, et quand il a publié, c'était de manière volontairement assez peu claire, et il publiait en latin, mais dans un latin peu intelligible, parce qu'il ne souhaitait pas forcément éclairer ses contemporains, et donc Émilie du Châtelet et Voltaire ont traduit, et plus que traduit, ont vulgarisé, démocratisé les écrits de Newton. Bill Bryson, qui est un auteur contemporain, un journaliste qui fait des chroniques qui sont assez drôles. Je conseille d'ailleurs son livre Une histoire de tout ou presque, qui parle beaucoup de science, mais qui est très accessible, vous pouvez très, très facilement le lire. Ça se trouve en poche pour 8-9 euros, et vraiment vous passerez un bon moment. Donc un extrait d'un texte d'Einstein sur l'évolution des idées en physique, et un autre extrait du fameux livre de Newton sur les Principia, traduit donc par Émilie du Châtelet. Alors l'ancienne théorie qui permettait d'interpréter, eh bien on l'avait dans le texte de Voltaire au début. Alors je vais vous l'identifier ici, c'est tous des tourbillons imaginaires démontrés s'il faut, qui à l'époque, des tourbillons qui étaient censés maintenir la Lune à distance de la Terre. Donc quel type de mouvement la loi de gravitation permet-elle d'interpréter ? Eh bien elle agit aussi bien sur le fruit qui vient de tomber que sur les mouvements célestes. Donc voilà, donc aussi bien sur les satellites de Jupiter que sur les planètes autour du Soleil. Voilà, tout ça a été dit dans le texte de Voltaire, que sur une pomme accrochée à son arbre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va dire que cette force, elle est universelle. Troisième question, enfin la question 2A, de quoi dépend la force de gravitation? Alors ça, c'était expliqué dans le texte de Bill Bryson. On vous disait proportionnel à la masse de chacun, et varie en raison inverse du carré de la distance entre eux. Alors ça c'est pas forcément très clair, varie en raison inverse du carré de la distance entre eux. Ça veut dire que, eh bien, en raison inverse, donc on est ici au dénominateur, et le carré de la distance est au dénominateur. Donc on aura le produit des masses au numérateur et le carré de la distance au dénominateur. Donc là, c'est de ça que dépend la force de gravitation. Alors à partir de ça, vous deviez trouver une expression qui permettait de traduire ce produit des masses au numérateur et ce carré de la distance au dénominateur. Eh bien la seule expression qui convenait, c'était la réponse D. Parce que là, pour les réponses A et B, on avait une surface qui n'intervenait pas. Pour la réponse C, on avait bien une distance, mais elle n'était pas au carré. Donc seule la réponse D convenait. Et en quoi la gravitation est-elle universelle? Eh bien, elle s'exerce sur l'ensemble des objets de l'univers qui possèdent une masse. Donc c'est en cela qu'elle est universelle. Tout ce qui a une masse subit la force d'attraction gravitationnelle. Et donc pour ça qu'on parle de force d'attraction gravitationnelle universelle. Donc ce document, vous l'avez sur Pronote, vous l'avez sur le NT. Bon travail,
bonne journée, bon courage.